Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais traiter d'un sujet très politiquement incorrect, étant donné que je m'attaque au féminisme, et je vais notamment essayer de démontrer dans cette vidéo que le féminisme détruit à la fois les hommes, mais à la fois également les femmes. Donc voilà. Et donc je ne sais pas si cette vidéo va plaire, mais bon, ici ce n'est pas mon but de plaire, ici je souhaite transmettre mon idée, une information. Et en plus de tout ça, donc, en plus de démontrer donc la nocivité du féminisme envers les hommes et les femmes, eh bien je vais tenter de démontrer qu'un patriarcat bien construit ne pourrait être que bénéfique à la société et aux individus qui la composent, donc, c'est-à-dire à la fois aux hommes et aux femmes. Donc voilà, si vous voulez connaître mon avis là-dessus, eh bien restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de rentrer donc dans certaines choses que je souhaite vous montrer, il faut que tout d'abord, je reprécise 2 prérequis nécessaires à connaître pour comprendre la suite. Et donc le premier prérequis, c'est qu'il faut comprendre l'instinct, donc à la fois l'instinct féminin et l'instinct masculin, d'après moi. C'est-à-dire que l'instinct féminin va être relié à ce qu'on appelle l'instinct de survie. Et c'est pourquoi on entend souvent que les femmes ont ce besoin d'être protégées, de se sentir protégées. Cela reflète l'instinct de survie, donc voilà, qui était un caractère très féminin. Et donc oui, c'est également pourquoi le féminin, de manière générale, est associé à la fuite, parce que justement le féminin va fuir pour se protéger. Voilà. Donc cela est en lien avec donc l'instinct de survie. Ensuite, nous avons l'instinct masculin, qui est au contraire un instinct de protection, c'est-à-dire c'est en quelque sorte un instinct de survie qui est déporté sur l'extérieur, sur l'autre, donc c'est un instinct de protection. Et c'est pourquoi l'homme a cette volonté de protéger son prochain, et surtout le plus faible, et donc notamment les femmes. L'homme, enfin le vrai homme, si je puis dire, a cette volonté de protéger la femme. Le souci aujourd'hui, c'est que bien sûr beaucoup de femmes vont prendre cet instinct de protection, cette protection extérieure venue de l'homme, comme une oppression. Voilà, elles vont considérer ça comme une oppression. Ce qui n'est pas entièrement faux, encore une fois, mais ce que je souhaite dire ici, c'est que la protection et l'oppression vont en quelque sorte de pair. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Voilà, même à des niveaux minimes. Et donc, c'est pourquoi le masculin est associé au contrôle, puisque grâce au contrôle, il souhaite protéger. Donc cela est directement relié. Et donc ici, déjà une première leçon que l'on peut tirer de ce premier point que je rappelle, le premier prérequis, c'est tout simplement que lorsque un homme va rencontrer une femme qu'il ne connaît pas depuis très longtemps, mais que cette femme va lui dire des choses comme ce qu'on entend beaucoup de nos jours, comme quoi elle est indépendante, comme quoi elle n'a pas besoin de nous, comme quoi elle est très bien toute seule, ou ce genre de choses, déjà ça commence très très mal, puisque de cette façon la femme va en quelque sorte rejeter et aller à l'encontre de l'instinct naturel de protection de l'homme. Donc ensuite il ne faut pas s'étonner que l'homme s'éloigne de la femme et que ensuite la femme ait l'impression d'être abandonnée par l'homme et que l'homme n'accomplit pas son devoir vis-à-vis d'elle, etc. Cela est tout à fait naturel. Ensuite, une deuxième situation, c'est lorsqu'une femme va, par instinct de survie, s'éloigner d'un homme ou lui cacher certaines informations, ce genre de choses. Là, encore une fois, il ne faut pas s'étonner que l'homme s'éloigne de la femme, puisque il ne la sent pas suffisamment ouverte à lui, et cela le rebute. Alors le deuxième prérequis qui est important de connaître pour la suite de cette vidéo, c'est ce qu'on va appeler en séduction l'hypergamie féminine, qui traduit simplement le fait que les femmes recherchent des hommes qui leur soient supérieurs, voilà. Voire même l'homme le plus supérieur de tous de nos jours, c'est comme ça beaucoup que ça se passe, mais cela est une dérive en réalité des réseaux sociaux. C'est-à-dire que, étant donné que les femmes ont de nos jours beaucoup plus accès à par exemple tous les hommes de la France, mettons, forcément, vu qu'elles ont cette hypergamie féminine, elles vont rechercher le meilleur parmi eux. Voilà. Sauf que le problème là-dedans, c'est bien sûr que de cette façon, toutes les femmes vont rechercher les mêmes hommes, les 5% comme on dit les meilleurs,
et que donc tous les autres vont se retrouver abandonnés. Mais ici, ce n'est pas ce que je souhaite rappeler, hein, puisqu'ici, je souhaite relever une contradiction. Donc, je reviens sur l'hypergamie féminine. L'hypergamie féminine, c'est ce qui va pousser les femmes à rechercher des hommes plus grands qu'elles, par exemple, plus riches, plus renommés, ayant plus de statut social, qui est plus intelligent qu'elle, par exemple. Hein. C'est ce genre de choses-là qu'on va retrouver dans l'hypergamie féminine. Et donc, en regard de cette hypergamie féminine, ce qu'on va souvent entendre, hein, eh bien, c'est que les hommes seraient, à l'inverse, eh bien, habités par une hypogamie masculine. Hein. On appelle ça comme ça, l'hypogamie masculine, puisque, eh bien, ils rechercheraient bien une femme inférieure. Hein. Mais cela n'est pas tout à fait exact de mon point de vue, hein, puisque l'homme recherche tout simplement, ce que l'homme recherche, eh bien, il se base sur d'autres critères que le statut, la richesse, etc. Donc, ce n'est pas vraiment qu'il recherche quelqu'un d'inférieur, c'est juste que, eh bien, il se base sur d'autres éléments pour sélectionner. Hein. Voilà. Mais ici, la différence fondamentale qui va exister en réalité entre les hommes et les femmes, eh bien, c'est une différence d'exigence, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes vont être extrêmement exigeantes sur leurs critères. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont avoir un certain nombre de critères, et pour qu'elles aillent avec un homme, eh bien, il va falloir que tous les critères soient cochés. Hein, voilà. Et c'est pourquoi, eh bien, souvent, on observe, hein, quand on écoute certains témoignages, eh bien, que les femmes vont rejeter des hommes parce que ils n'avaient pas certains détails, vraiment certaines, j'ai envie de dire futilités presque, hein, mais juste des détails en quelque sorte que l'homme ne remplissait pas, alors que, eh bien, en globalité, eh bien, l'homme leur convenait. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup observer, hein, de la part de femmes. Hein. Donc, c'est une question d'exigence, et donc, en regard de cela, chez les hommes, eh bien, ils sont plus rationnels et donc plus capables de faire la part des choses. Et donc, l'homme a beaucoup plus tendance à être moins exigeant sur ses critères, à pouvoir passer sur certains de ces critères qu'il juge secondaires, eh bien, pour avoir une femme qu'il juge tout à fait correcte dans l'ensemble, si je puis dire. Voilà. Hein. Et ce que je viens de décrire ici, ça peut aussi être vu comme une certaine forme de dépendance affective masculine, mais cela n'est pour moi pas du tout forcément négatif. Hein. Voilà, il faut bien comprendre que ici c'est une question, eh bien, de rigidité dans l'exigence. Hein. Que les femmes sont beaucoup plus exigeantes, beaucoup plus rigides de ce côté-là. Hein. Alors, ici, la contradiction que je souhaite relever par rapport à ça, hein, c'est tout simplement que, eh bien, d'un côté, on va avoir le féminisme qui va se targuer, soi-disant, de vouloir rechercher cette égalité entre les hommes et les femmes, égalité qu'elle ne recherche pas vraiment, puisque, eh bien, le féminisme ne va, par exemple, jamais se plaindre, eh bien, que les femmes ne sont pas assez présentes dans les métiers précaires, dans les métiers difficiles physiquement, qui sont mal payés, etc. Pareillement, on va beaucoup insister sur, eh bien, la souffrance que les femmes vivent au quotidien, mais au contraire, on va rejeter toute souffrance, eh bien, que les hommes vivent au quotidien. Donc, là, on observe bien qu'il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes, mais qu'au contraire, le féminisme recherche une forme de supériorité, donc entre les hommes et les femmes. Mais ici, donc, pour argumenter ce que je souhaite avancer, je vais admettre, eh bien, que le féminisme souhaite réellement l'égalité entre les hommes et les femmes. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, ça va rentrer en contradiction avec justement cette hypergamie féminine, puisque les femmes vont se plaindre en retour de ne pas trouver d'hommes suffisamment forts, suffisamment capables, comme est-ce qu'elles disent, suffisamment pourvoyeurs, suffisamment riches, etc. Puisqu'elles vont toujours comparer l'homme par rapport à elles. Hein. Elles vont toujours dire que l'homme ne gagne pas suffisamment d'argent, mais parce qu'elles, eh bien, elles en gagnent plus. Voilà. Sauf qu'en fait, c'est le féminisme qui a poussé les femmes à travailler et à gagner plus d'argent, et elles veulent gagner plus d'argent, et au final, ben, les hommes gagneront mécaniquement moins d'argent. Hein. Et donc, c'est quoi la conclusion de tout ça? C'est que bien, les femmes qui promeuvent ce mouvement, hein, eh bien, se condamnent tout simplement à l'insatisfaction et donc au malheur, hein, puisqu'elles ne trouveront jamais d'hommes suffisants à leurs yeux, où tous les hommes qui seront en haut du panier, si je puis dire, seront déjà pris par d'autres femmes,
puisque voilà, tous les hommes ne peuvent pas aller avec toutes les femmes. Hein. Voilà, on vit dans une société monogame, culturellement, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Hein. Et donc c'est pourquoi on dit que les femmes sont souvent incohérentes, qu'elles sont souvent inconscientes de ce qu'elles disent, tout simplement parce que elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Hein. Et là, je viens de le montrer dans cet exemple-là. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça revient à dire qu'on veut tout et son contraire. Hein. Ça revient à l'expression qui dit qu'on veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Vous comprenez bien que tout cela n'est pas possible, hein, puisque lorsque l'on paye le beurre, bien on le paye avec de l'argent, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Et donc cela mène à la situation suivante, hein, c'est que eh bien, il va y avoir de plus en plus d'hommes seuls et abandonnés par les femmes, puisqu'ils ne seront pas à la hauteur de leurs exigences. Parallèlement, eh bien, les femmes seront de plus en plus seules également, puisqu'elles ne souhaiteront pas se mettre avec ces hommes. Et donc, finalement, tout le monde est malheureux. Voilà. Hein. Ici, c'est ce que je souhaite souligner. Donc, dans la suite de cette vidéo, je vais partager certains éléments, certaines vidéos, hein, pour appuyer mon propos. Donc, le premier, c'est à propos de cette femme, hein, que sans doute plusieurs d'entre vous doivent connaître, tandis qu'elle a sorti cette vidéo il y a un certain temps et qu'elle a beaucoup circulé, hein, parce qu'elle dit beaucoup de vérité. Alors donc, cette femme était féministe dans sa jeunesse, hein, et donc elle a compris que le féminisme était mauvais, et donc elle est sortie de cette idéologie. Hein. Et c'est donc très intéressant d'écouter ce qu'elle a à dire. Et donc ici, je vais lancer la vidéo et vous mettrez en pause si vous voulez lire les sous-titres. Feminism is a scam. A few years ago, I was an angry, blue-haired feminist. I once believed that male privilege was real and that I was a victim of the wage gap. Now that I understand the true motives of feminism, I know that this could not be further from the truth, and that modern-day feminism is a war on true masculinity. Before women had the right to vote, most were stay-at-home wives, which meant they weren't working jobs and couldn't be taxed. Our overlords didn't like that. Rockefeller started funding feminist campaigns in media, and as a consequence of the movement, women started entering the workforce and leaving the home. Children would then be separated from their parents and sent to Rockefeller-funded schools to be indoctrinated by the state. All of this ultimately disrupting the family unit at its core. Feminism is defined as the belief in social, economic, and political equality of the sexes. But in the West, I must ask, what rights do men have that women don't? Modern feminists are convincing women that hookup culture, using hormonal birth control, and not shaving is liberation. That toxic masculinity is prevalent and the patriarchy must be dismantled. Through movies and media, we're taught that working for the man, climbing the corporate ladder, and paying tax is more empowering and valuable than raising the next generation. Women have lost touch with our natural loving instincts, and birth rates are plummeting. Men and women are not the same. And by protesting for equality of outcome rather than opportunity, feminists are demonizing and emasculating men. Donc voilà, très intéressant et très vrai surtout ce que dit cette femme. C'est particulièrement important de bien comprendre que les féministes, en agissant comme elles agissent, hein, eh bien, démotivent et émasculent les hommes, comme elle le dit très bien, puisque c'est en quelque sorte eh bien, de la discrimination envers les hommes, hein, puisque mécaniquement, en voulant favoriser les femmes, en voulant faire en sorte que, eh bien, elles soient mieux accueillies dans le monde du travail, mieux payées, etc., eh bien, mécaniquement, vous défavorisez les hommes. Hein. Donc cela est absolument fondamental, comme le fait que bien tout ce qui est en rapport avec l'instinct maternel, avec la famille, a été fortement déprécié de nos jours, au profit d'un soi-disant travail qui serait plus valorisé, etc. Mais cela est totalement faux. La femme a délaissé son rôle fondamental de mère, et en fait, le fait d'élever la future génération, hein, ses propres enfants qu'elle aura elle-même mis au monde, et cela est absolument catastrophique. Hein. Donc le deuxième élément que je voulais vous partager, c'est cet article donc, du Slate que j'ai trouvé lorsque je faisais des recherches à propos de l'industrie du tabac dans ma précédente vidéo. Hein. Et donc cet article, c'est comment l'industrie du tabac s'est servie du féminisme et inversement. Donc, article assez intéressant, j'ai trouvé, hein, que je vous recommande, d'ailleurs je le mettrai en description. Ce qui est intéressant à relever déjà dans un premier temps, c'est que cet article a été écrit par Rachid Zerouki, et donc Rachid Zerouki qui est donc un homme.
Et donc cela est assez important à relever, puisque lorsque on lit des articles qui vont traiter de sujets comme le féminisme, et bien souvent lorsqu'ils sont écrits par des femmes, ce sont des écrits qui sont très idéologiques, qui sont très, partial, voilà, c'est comme ça qu'on dit, c'est partial, c'est-à-dire qu'en fait elles vont défendre automatiquement l'idée du féminisme parce qu'elles sont dans cette idéologie, ce qui est très différent pour les hommes qui sont beaucoup plus rationnels généralement. Mais ici, ce que je souhaite relever, c'est donc ce paragraphe-là qui traite de un raisonnement paternaliste qui est assez intéressant pour comprendre bien la dynamique homme-femme. Donc ici, je vais le lire et puis je vous dirai ce que j'en pense. Donc, on dit « Peut-on dès lors envisager le droit de fumer dans l'espace public comme une conquête féministe ? Est-ce une victoire contre le patriarcat que d'empoisonner l'atmosphère du dominant à coups de naphtalène, quitte à endommager sa propre santé ? Je suis allé poser la question à des militantes féministes. » Pour Anaïs Bourdet, la créatrice de Pays Tachnek, les femmes doivent être seules maîtresses de leur corps. Selon elle, derrière l'interdiction par les mœurs se cache un raisonnement paternaliste, visant à expliquer aux femmes comment se comporter pour trouver un conjoint. Aussi loin que je me souvienne, on m'a toujours dit que c'était moche de fumer quand on est une femme, adolescente déjà, dans mon village. Découvrir qu'une fille fumait faisait scandale, alors qu'un garçon fumeur s'était considéré comme un non-événement. Du coup, nous nous cachions, alors que les garçons fumaient où ils voulaient. Mais je me rappelle avoir entendu le même type de discours sur le fait d'avoir les cheveux courts, de parler crûment, d'assumer sa sexualité, de draguer, de faire beaucoup de sport, de sortir, d'aller dans des bars, de s'habiller de telle ou telle façon, de s'énerver, et tellement d'autres sujets. À mon sens, c'est toujours la même mécanique qui s'illustre, le paternalisme. On n'a de cesse de nous dire ce qui est supposément bon ou mieux pour nous, et ce par le biais d'injonctions à la pureté, à la perfection, la douceur, la sagesse, au conformisme, etc. On nous ramène aussi souvent à notre côté désirable ou non. Ces injonctions sont souvent relatives à ce que les hommes attendraient d'un idéal féminin. Fumer est typiquement le genre d'action qui nous vaut des critiques de type « tu ne trouveras jamais un mec si tu continues de fumer ». Outre le côté hétéronormatif, on nous fait bien comprendre que le but ultime dans la vie d'une femme est d'être suffisamment parfaite pour se trouver un conjoint. Non seulement nous ne sommes pas considérés comme capables de savoir ce qui est bon ou pas pour nous, mais nous ne sommes en plus pas complètes tant que nous sommes seuls. Sarah Zouak, fondatrice de l'association LALAB, rejoint Anaïs Bourdet sur cette question. Tout ce qui permet aux femmes d'agir comme elles le souhaitent et non comme la société attend qu'elles agissent est une conquête féministe. Et donc sur son site internet, l'ex-député socialiste de la Gironde, Michel Delaunay, considère que c'est au contraire la lutte contre le tabagisme des femmes qui constitue un enjeu féministe, puisqu'elle elle dit « Je souhaite que les femmes soient libres, indépendantes, et qu'elles ne ruinent pas le gain de longévité qu'elles ont gagné par leur pugnacité et leur résistance à toutes les étapes de la vie. » Fin de citation. Donc voilà, c'est un paragraphe que je trouve quand même très intéressant, puisqu'en fait cela relève tous les éléments que j'ai relevés plus tôt dans cette vidéo. C'est-à-dire que ici, elles vont relever, elle relève, puisque c'est Anaïs Bourdet, donc elle va relever tous les éléments qu'elle va considérer comme une certaine forme d'oppression paternaliste, comme elle va dire, c'est-à-dire le fait de ne pas devoir fumer, de ne pas avoir les cheveux courts, de ne pas parler crûment, ce genre de choses, parce qu'en fait, justement, elle va dénoncer en quelque sorte le fait que les hommes veuillent en quelque sorte contrôler les femmes,
c'est-à-dire en leur imposant en quelque sorte eh bien, une vision de ce que serait un idéal féminin. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va vouloir eh bien, que les femmes agissent d'une certaine façon pour qu'elles soient attractives. Hein. Et d'ailleurs, les éléments qu'ils ont rappelés ici par le biais d'injonctions à la pureté, à la perfection, la douceur, la sagesse et au conformisme sont des éléments qui sont vraiment fondamentaux pour un homme. Hein. Voilà. Ici, je rappelle ça. Mais ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que eh bien, les hommes veulent bien des femmes qui sont attractives. Donc forcément, ils vont faire en sorte eh bien, de les diriger en ce sens. Mais c'est exactement pareil pour les femmes qui veulent des hommes attractifs, hein, puisque sinon ils ne se mettront pas en couple avec eux. Hein. C'est-à-dire qu'ils veulent des hommes plus forts, qui soient introduits dans la société, avec un statut, de l'argent, etc. Et en fait, si les hommes ne correspondent pas à ces critères féminins, eh bien, tout simplement, ils ne vont pas aller se mettre en couple avec eux, ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais ici, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que les hommes ont des critères, et forcément, ils veulent que les femmes eh bien, correspondent à leurs critères, puisque si elles ne sont pas attractives pour eux, eh bien, les hommes ne vont pas aller vers les femmes, tout simplement. Hein. Et donc, cela est important à considérer. Hein. Il est vrai que cela illustre une certaine forme de paternalisme, c'est-à-dire une certaine forme de contrôle extérieur, hein. Mais cela est tout à fait normal et cela se vérifie également dans l'autre sens, comme je viens de le montrer, c'est-à-dire que les femmes vont aussi faire preuve d'une certaine forme de contrôle et de volonté sur l'autre sexe, hein, étant donné qu'elles ont des exigences, hein, tout comme les hommes ont des exigences. Alors je reviens un moment sur cet article, puisque j'ai oublié de préciser une chose qui m'a l'air assez visible dans cet article et surtout très importante à montrer, hein. C'est qu'en fait il y a ici une contradiction avec deux visions opposées d'une même chose que l'on appelle le féminisme, hein. C'est-à-dire qu'en fait d'un côté on va avoir Anaïs Bourdet ici, créatrice de Pays Tachnek. Alors déjà c'est quoi ce nom Pays Tachnek? C'est assez grossier je trouve, hein, d'appeler une association de cette façon, hein. Et en fait, à l'opposé, on va avoir l'ex-député socialiste de la Gironde, Michel Delaunay, qui va avoir en fait une manière bien d'aborder la question du féminisme totalement opposée. Puisqu'en fait, d'un côté, Anaïs Bourdet va dire que, eh bien, globalement, c'est féministe de faire ce que l'on veut. Comme elle le dit ici, tout ce qui permet aux femmes d'agir comme elles le souhaitent, et non comme la société attend qu'elles agissent, est une conquête féministe, hein, alors que bon, les hommes, eux non plus, ne peuvent pas agir comme ils le souhaitent. Hein. Tout le monde est contraint d'une certaine façon d'agir d'une certaine façon, puisque c'est comme ça que la société est construite, et qu'encore une fois, c'est très bien comme ça. Hein. Mais ici, les femmes, de cette façon, enfin les femmes, le féminisme tel qu'il est entendu de cette façon, hein, je parle, eh bien, souhaitent élever la femme à un rang supérieur à l'homme, puisque elles veulent leur donner des droits que même les hommes n'ont pas globalement, hein. C'est-à-dire d'agir comme elles le souhaitent sans avoir de compte à rendre ou une quelconque répercussion à assumer, hein. Donc ça c'est le premier point. Et en fait, en face on va avoir cet ex-député qui va dire que, au contraire, la lutte contre le tabagisme des femmes constitue un enjeu féministe, puisqu'elles souhaitent eh bien, que les femmes soient libres, indépendantes, et qu'elles ne ruinent pas le gain de longévité qu'elles ont gagné par leur pugnacité et leur résistance à toutes les étapes de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, là, on voit bien une vision contradictoire. D'un côté, il y a eh bien, la vision du féminisme telle qu'on a l'habitude de l'entendre, qui vont prôner la liberté à outrance, globalement, et une autre vision du féminisme qui en réalité n'est pas du féminisme, mais bon, hein, c'est une vision qui veut promouvoir la santé, le bien-être des femmes, hein. Donc là, on voit bien que encore une fois, les gens qui parlent de féminisme, on parle bien de manière générale juste parce que c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers, hein, et que c'est là où on voit que cette notion de féminisme est quelque chose de très idéologique, que les gens se rattachent à cette notion, alors que en réalité, ce n'est pas comme ça que la majorité des gens l'entendent, hein. Voilà. Alors un dernier élément que ici je voulais partager avec vous, c'est cette vidéo que j'ai téléchargé, hein, donc sur un compte Telegram qui s'appelle Golems Club. Et donc cette vidéo, ça concerne une certaine Dalida,
Je ne sais pas de quand date cette vidéo. Au vu de la qualité graphique et des couleurs, ça ressemble à une vieille vidéo, donc je ne connais pas l'époque exacte à laquelle elle a vécu, cette femme. Mais bon, ici peu importe, c'est l'idée qui compte. Et donc cette vidéo a été tournée, 2 ans avant que cette certaine Dalida se suicide. Donc ici, je vais passer la vidéo et vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Patrick, je m'appelle Dominique, je suis étudiante. Voici ma question. Il est plus important de réussir sa vie que de réussir dans la vie. Alors Dalida, vous qui manifestement avez réussi dans la vie, vous êtes célèbre, vous êtes belle, vous chantez bien, jugez-vous que vous avez réussi votre vie, sachant que vous n'êtes ni épouse ni mère? Oui, je crois que vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait différent de réussir sa vie ou de réussir dans la vie. Je réussis dans la vie, donc quelque part, je réussis aussi un peu ma vie, mais je dois dire que ma vie privée, finalement, je ne l'ai pas réussi du tout, parce qu'aujourd'hui, je me retrouve toute seule, et en plus, j'ai un grand regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir des enfants. C'est-à-dire qu'au moment où je pouvais les avoir, je pensais à ma carrière, je n'ai pas pensé à les avoir, et puis malheureusement, un jour, il y a quelques années de cela, même quelques temps, j'ai dû entreprendre une opération chirurgicale qui m'a empêché pour toujours d'avoir des enfants, et c'est mon grand regret. Bien. On va prendre une autre question. Et donc, vidéo très intéressante ici. Attendez, je vais enlever ça. Voilà. Donc, vidéo très intéressante ici. Donc, voilà, on apprend une femme qui s'est en fait consacrée à sa carrière, qui n'a pas pensé à chercher quelqu'un de stable pour construire une famille, et qui finalement regrette de ne pas avoir pu avoir des enfants. Donc voilà, ça c'est le cas, un cas qui devient de plus en plus commun de nos jours, j'ai bien l'impression, en tout cas. Et donc cette femme s'est suicidée parce que, elle était trop malheureuse. Après, je ne dis pas que toutes les femmes vont se suicider pour ça, mais je dis que pour une femme, l'importance d'avoir une famille, ses propres enfants, est quelque chose d'essentiel. Enfin, c'est quelque chose d'essentiel. Que les femmes n'en ont peut-être pas conscience lorsqu'elles sont plus jeunes, mais qu'elles en prennent conscience au fur et à mesure que l'âge avance. Sauf que le problème, c'est que plus l'âge avance, et moins elles sont attractives. Et moins elles pourront donc accomplir cette volonté. Voilà. Donc ça est tout à fait fondamental, puisque même dans l'autre article de Slate que j'ai montré précédemment, il critiquait le fait que la femme était vue comme incomplète en quelque sorte, et que pour être heureuse, elle devait forcément chercher un homme et se mettre en couple. Mais pour moi, cette forme de réalité est quelque chose qui devrait être plus promu, et qui était plus promu à l'époque, puisque justement ça évitait ce genre de dérive, ce genre de situation dans lesquelles, vu qu'on laisse la liberté à tous de faire ce qu'ils veulent, au final, quand il est trop tard, pour faire ce que vous souhaitez plus tard, vous ne pouvez plus le faire globalement. Et cela est vraiment malheureux. Et donc je vais conclure cette vidéo sur le fait de défendre justement cette idée de patriarcat bien construit, encore une fois, que ici je souhaite promouvoir, puisqu'on fait beaucoup trop la guerre au patriarcat de nos jours à cause du féminisme justement, mais moi ici je souhaite un petit peu le défendre. Et avant tout, il faut rappeler que aujourd'hui, le patriarcat n'existe pas, puisque voilà, il n'y a aucune forme de contrainte extérieure. Au contraire, la société pousse tout le monde à accomplir ses volontés et agir selon comme bon lui semble en toutes circonstances. C'est l'inverse total du patriarcat, en fait, ce que nous vivons aujourd'hui. Et cela est tout à fait normal, étant donné que nous vivons dans une société féministe qui combat tout conformisme, justement. Puisque si on devait définir le patriarcat, ce serait une certaine forme de conformisme, de contrôle extérieur et supérieur. Alors pourquoi promouvoir un patriarcat ? Tout simplement parce que, tout d'abord, il permettrait aux hommes de se construire suffisamment, c'est-à-dire de devenir plus forts, de plus s'impliquer dans la société, de gagner plus d'argent, de construire, de faire grandir la société, et donc à travers la société de se construire eux et de se faire grandir eux. Ce qui est exactement ce que les femmes recherchent, encore une fois. Deuxièmement, il permettrait aux hommes aussi également
d'être plus respectueux envers les femmes, puisque j'observe que beaucoup d'hommes manquent de respect envers les femmes, et d'ailleurs c'est quelque chose qui à mon avis impacte beaucoup les relations hommes-femmes, cet irrespect que beaucoup d'hommes ont envers les femmes, qui font que les femmes vont surréagir après vis-à-vis d'autres hommes, puisque eh bien, elles ont une image de l'homme qui est déformée. Hein. Et quand je dis ça, je pense notamment à certains témoignages que j'ai pu lire de femmes qui témoignent que sur les applications de rencontres, par exemple, lorsque elles sont en contact avec certains hommes, eh bien, très rapidement, dans genre la première demi-heure de leur conversation, eh bien, tout de suite, l'homme parle de sexe, parle de cul, etc., de relations sexuelles, alors qu'ils ne se connaissent pas, etc., ils n'ont pas appris à se connaître. Hein. Chose que je trouve tout à fait désolante, hein, et que je comprends tout à fait que cela agace les femmes à force, hein, notamment lorsque dans certaines vidéos où il y a des femmes qui parlent, et que l'on va voir les commentaires, eh bien, il y a beaucoup d'hommes qui sont assez irrespectueux et qui critiquent le physique de la femme, hein, ou sa manière d'habiller alors qu'elle n'est pas du tout habillée de manière indécente. Je trouve que cela n'est pas du tout normal. Et je comprends tout à fait que les femmes en aient marre. Hein, voilà. Et moi je pense que avoir un patriarcat serait bénéfique puisque eh bien, le patriarcat serait là en quelque sorte pour imposer une manière de se comporter comme étant respectueuse, comme étant eh bien, la manière dont on doit se comporter vis-à-vis des femmes, transmis par la culture, la tradition. Hein. Cela est pour moi très important à saisir. Hein. Ensuite, donc ça c'était pour le côté homme, pour le côté femme, eh bien cela apprendrait aux femmes également à se préserver et à rechercher justement un homme qui les rend heureuses. Comme au préalable ça a été critiqué, hein, mais ici moi je souhaite défendre cette idée. Hein. Puisqu'un homme va rechercher surtout une femme qui se sera préservée, hein, dont la pureté aura été préservée, pas une femme qui aura été dans plein de relations avec plein de mecs, et surtout qui aura eu des relations sexuelles avec beaucoup d'hommes. Hein. Cela est tout à fait repoussant pour un homme. Hein. Et oui, également, du côté des femmes, eh bien, le patriarcat ferait en sorte eh bien, que les femmes gardent cet attrait pour les hommes, hein, gardent cet attrait masculin, et les conservent de manière relativement féminine, justement. Puisque c'est exactement ce qui va attirer les hommes. Hein. Voilà. Et donc, tout ça, de mon point de vue, pour le plus grand bonheur de tous, étant donné qu'on va construire les hommes pour qu'ils soient suffisamment attractifs pour les femmes. Hein. D'un autre côté, on va permettre aux femmes de rester eh bien, des femmes suffisamment attractives pour les hommes, et au final, tout le monde eh bien, y trouve son compte, hein, d'après moi. Donc voilà, puisque les femmes seront ainsi protégées, se sentiront protégées, et les hommes eh bien, seront protecteurs, et comme ça, tout le monde est content, en quelque sorte. Hein. Mais pour cela, il y a deux éléments qu'il me semble essentiels à remettre en place, et qui étaient présents hein, il y a une centaine d'années. Et c'est premièrement eh bien, l'école non mixte, puisque voilà, on nous a vendu cette histoire d'école mixte comme quelque chose de bien, etc. Mais d'après moi, ce n'est pas quelque chose de bien, hein, puisque cela empêche en quelque sorte une spécificité des enseignements. Si on doit apprendre aux hommes de se comporter correctement, eh bien, il faut qu'il y ait des classes d'hommes où on apprenne aux hommes à devenir des hommes en quelque sorte. Hein. Et inversement, eh bien, il faut qu'il y ait des classes de femmes où on apprenne aux femmes à rester des femmes. Et à ne pas développer une masculinité toxique en quelque sorte, où eh bien, elles vont vouloir trop imposer leur volonté et leurs désirs, etc. Cela est tout à fait repoussant pour un homme également. Hein. Donc pour moi, cette histoire d'école non mixte est quelque chose d'essentiel à réinstaurer, hein, pour justement qu'on puisse éduquer chacun à devenir plutôt ce qu'il doit devenir dans la société. Hein. Donc ça c'est le premier point, et réintroduire également, d'après moi, le service militaire, hein, qui était présent eh ben, il y a une centaine d'années, je ne sais pas exactement c'est quand que ça a été aboli, hein. Mais le service militaire est quelque chose qui permettrait aux hommes eh bien, de se construire davantage, hein. Voilà, d'avoir plus conscience des réalités, de devenir plus forts, et également de faire une pause dans leur scolarité et de se re-questionner sur leur orientation. Donc moi je pense vraiment que eh bien, le service militaire est quelque chose de très positif
et que c'est très, très mal, en quelque sorte, eh bien, de l'avoir retiré. Hein. Mais à mon avis, cela a été retiré surtout eh bien, pour comment dire, démasculiniser justement la société. Hein, puisque plus on démasculinise la société, et moins les hommes peuvent, comment dire, peuvent se rebeller vis-à-vis de celle-ci. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Voilà. Donc voilà, pour moi, ces deux éléments sont absolument essentiels. Et ici, je conclurai en disant que, d'après moi, autant l'homme que la femme, si on lui laisse toute la liberté possible lorsqu'il est jeune, ne sait pas comment se comporter pour devenir plus attrayant, pour se construire en tant qu'homme ou en tant que femme. Hein. Moi, je dis ici que la liberté n'est pas une valeur eh bien, qui est à rechercher. Au contraire, il faudrait plutôt défendre l'idée du devoir. Hein. Le fait d'accomplir son devoir en tant qu'homme ou le fait d'accomplir son devoir en tant que femme, c'est surtout ça qui va être important et déterminant. Et pour cela, eh bien, il faut qu'il y ait cette force contraignante supérieure eh bien, qui impose en quelque sorte, mais c'est pas vraiment imposer, c'est diriger plutôt, hein, diriger les hommes et les femmes à devenir quelque chose de meilleur. Hein. Les hommes à devenir de meilleurs hommes et les femmes à devenir de meilleures femmes. Et pour moi, avoir cette force contraignante supérieure, eh bien, ça ne peut être que positif, et cela est ce que l'on pourrait appeler le patriarcat, justement. Et c'est pourquoi eh bien, je souhaite défendre cette idée dans cette vidéo, mais n'hésitez pas, bien sûr, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Je suis ouvert au dialogue, bien sûr. Mais sur ce, ici, eh bien, c'est ce qui conclut cette vidéo. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager si vous l'avez appréciée, et à me donner votre avis en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine.